Bienvenue dans Radio Ultra épisode 8, la marche est l'indispensable de son premier ultra. J'espère que vous êtes en forme en ce lundi matin. Bonjour à toutes et tous. Je vais faire de mon mieux pour les thèmes suivants et voilà le programme du jour. Premier, la marche. Quelle place et quel rôle lui donner dans l'entraînement pour l'ultra? Deuxième thème, premier ultra, là où les choses auxquelles penser pour son premier, sa première fois, matériel, préparation, alimentation. Ensuite, deux thèmes que je vous propose. Le premier, c'est coaching versus conseil. Quelle est la différence entre recevoir des conseils et entre être coaché? Est-ce qu'il y a une différence de posture? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent à en attendre? Est-ce que c'est juste du verbiage? Quels sont les enjeux? L'inscription, quel est son rôle dans la préparation et dans l'entraînement? Est-ce que le fait de s'inscrire change quelque chose et améliore potentiellement sa préparation ou au contraire vient lui nuire ou alors ça dépend de ce qu'on en fait. Et enfin, on parlera du webinaire de la semaine prochaine, mardi 12 décembre à 17h, le premier webinaire de l'Ultra Libre. Le lien est désormais disponible, je vous en parlerai tout à l'heure. Premier thème, quelle place et quel rôle donner à la marche dans un entraînement pour un ultra? Est-ce qu'il existe des chiffres déjà qui mesurent finalement quel est le pourcentage de temps ou de kilométrage qu'on va passer à marcher sur un ultra? Et donc là, il y a plein de définitions, on va dire, différentes. Il y a plein de, pas de polémiques, mais parfois on se pose même la question, est-ce qu'il ne faudrait pas appeler ces épreuves du fast hiking plutôt que de l'ultra trail ou de la randonnée rapide? Bref, laissons tout ça de côté. Toujours est-il que si on prend le chiffre partagé par Enduro après l'UTMB 2023, je crois que ce qu'il partageait sur la définition de la marche, c'était une fréquence, donc une cadence d'appui inférieure à 70 appuis par minute. Et donc le chiffre était de, pour les premiers à passer la ligne d'arrivée à Chamonix, sur l'UTMB, 16% du temps passé à marcher. Pour les derniers à passer la ligne d'arrivée à Chamonix, c'était 75% du temps. Ce qui est sûr, et encore une fois, peu importe comment on le mesure, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures à marcher dans un ultra. Plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres, que ça monte, que ce soit plat, ou même que ça descende, on va les passer à marcher. Donc peut-être là, le rôle à donner à la marche dans un entraînement, mais surtout le jour J, ce sera gagner de la vitesse. Le deuxième rôle, c'est que dans le contexte où la marche elle est obligatoire, parce qu'à certains moments il y a des pentes qui l'interdisent tout simplement, et plus on va allonger la distance, plus on va augmenter le dénivelé, plus il y aura de pentes qui vont l'interdire, et surtout plus on allonge l'effort, et plus la fatigue va faire son œuvre et va rendre une allure différente, indispensable, ou du moins plus favorable pour aussi prendre soin de son corps. Et ça, il faudrait que je vous retrouve la référence, je ne sais plus où est-ce que je l'avais lu, mais il y avait une analyse sur les chevaux. Les chevaux, finalement, il y a certaines allures en kilomètre-heure où ils ont le choix, est-ce que je peux être, ils peuvent être au trot comme au galop. Et qu'est-ce qui fait que, je dis une bêtise, pour être à 25 km/h, ils vont choisir entre un trot et un galop quand ils sont libres, hein, et pas quand on les force sur un format spécial de course de trot ou de course de galop, on s'entend. Donc quand on les laisse libres, ce qui est ressorti de cette analyse, c'est que en fait, ils rétrogradaient, on va dire, au trot, alors je ne sais plus s'ils rétrogradaient au trot ou ils passaient au galop, pas parce que c'était plus économe en termes d'énergie, c'est-à-dire qu'ils consommaient moins d'oxygène et moins d'énergie pour être à la même allure, mais parce que d'un point de vue biomécanique, ça leur soulageait, on va dire, les articulations, et du coup, ils avaient moins mal et moins de risque de se blesser. Et donc, pour nous, c'est un peu la même chose, entre guillemets, il y a certaines allures, certaines pentes aussi, où on va avoir le choix, soit est-ce qu'on marche très vite, soit est-ce qu'on court plutôt lentement. Il y a une plage de vitesse sur lesquelles on se recoupe. On a la possibilité de faire les deux. Et donc, choisir et le rôle à donner à la marche dans un entraînement et pour un ultra le jour J, ce sera ma deuxième réponse. C'est pas simplement pour gagner de la vitesse en augmentant son rythme de marche, puisque dans tous les cas on va marcher, mais aussi pour sa santé. Et il y a des arbitrages à faire qui ne sont pas simplement celui de l'allure et de la vitesse, mais aussi pour sa santé et comment je me sens et est-ce que je vais avoir des douleurs ou pas. L'autre chose que je voulais introduire là-dessus sur cette question, c'est que il y a la notion de complémentarité des allures. C'est-à-dire que c'est pas d'un côté on marche et de l'autre côté on court. Et donc 1 plus 1 égale 2. Pour moi, il y a une notion de complémentarité et 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire quand vous avez une allure de marche, que vous connaissez votre allure de marche, que vous avez votre patron de marche, on va dire que vous avez travaillé à l'entraînement,
Ça devient quasiment un pilier, un repère, un peu comme votre rythme de course et d'allure fondamentale. Et donc, le fait d'avoir la possibilité, une fois qu'on a mis et qu'on a ancré finalement ces deux allures, qu'on les a travaillées à l'entraînement, bah, le fait de les combiner le jour J en course, donc on peut le faire à l'entraînement sur des sorties plus longues, mais aussi en course et avec un dossard, bah, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que vous avez aussi de la valeur dans la variation, parce que ça permet par exemple de reposer un certain train musculaire, puis de changer, passer à l'autre, et dans l'alternance, vous aurez aussi beaucoup à gagner. Et on gagne en aisance, on gagne en beaucoup de choses finalement. Donc le troisième point que je voulais mettre sur quelle place et quel rôle lui donner, c'est un rôle complémentaire et à voir et à construire avec une certaine idée de complémentarité et d'outils à disposition pour non seulement son entraînement, mais aussi le jour J. Et oui, la marche, ça se travaille. Et ce que je voulais vous dire là-dessus, ou vous proposer du moins aujourd'hui, c'est que la marche, elle se travaille, et avant tout, c'est la combinaison d'une technique, donc une technique de marche. Comment est-ce qu'on va marcher pour marcher rapidement, pour marcher dans le dénivelé, positif comme négatif, pour marcher à l'économie, on va dire. Donc une technique, trouver son creuset de marche, son sillon de marche, qu'est-ce que ça veut dire pour soi, etc. Ne pas le laisser au hasard. Comment est-ce que ensuite, une fois qu'on a cette technique, on peut la travailler et l'enchaîner pour être plus économe en énergie, plus efficace sur ce geste et surtout gagner en vitesse. Donc on gagne en économie de course, on gagne en vitesse, et ça devient un vrai outil à travailler et à lui faire une vraie place à l'entraînement, un outil pour reléguer les barrières horaires. Entre guillemets, c'est votre allure plancher. Et c'est celle-là que vous êtes à peu près certain, une fois qu'on l'a travaillé et qu'on est serein avec sa marche, qu'on lui a donné cette place et ce rôle dans l'entraînement, on est serein et c'est un peu notre plancher, notre vitesse plancher. Et il y a de grandes chances et fortes à parier que plus vous allez allonger les distances et plus, si vous analysez la vitesse minimale pour passer les barrières horaires, vous vous rendrez compte que votre vitesse de marche, elle est supérieure, voire bien supérieure à ces barrières horaires. De là à dire qu'il faut marcher sur tout le parcours, non, pas forcément. De là à dire qu'il n'y a pas d'autres moments où on doit s'arrêter, non plus. Bref, vous l'aurez compris, mais comment est-ce qu'on peut utiliser cette marche et en faire un vrai outil, une base sereine à reléguer les barrières horaires? Donc oui, une place et un rôle dans l'entraînement, laquelle ce sera fonction de votre épreuve, de qu'est-ce que vous voulez faire, du temps aussi que vous avez disponible. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une phase, on va dire, plutôt technique. Ensuite, une phase où, à force de le répéter, et puis avec cette technique et équipée de l'apprentissage de cette bonne technique, de cette technique qui vous convient et qui vous permet du coup de gagner en performance, vous allez avoir une phase d'économie, c'est-à-dire que vous allez être plus économe pour faire ce geste, vous allez progresser rapidement et vous allez être capable de la mettre en place en montée, en descente, comme sur le plat. Et cette marche, et je conclurai là-dessus sur cette question-là, pour moi ce qui est important aussi, et en termes de principe, c'est qu'en ultra, notre performance, elle est bien plus égale à notre maillon le plus faible qu'à notre maillon le plus fort. Qu'est-ce que j'entends par là et quel est le rapport avec la marche? La marche, si on considère que c'est notre allure la plus lente, votre performance en ultra, donc le fait de réussir à les terminer et à bien les terminer, ces ultras, pour moi, ce sera beaucoup plus fonction de votre maillon le plus faible et donc de votre allure de marche, à quel niveau est cette allure, quelle est votre facilité, votre économie de marche, en l'occurrence pas économie de course, mais économie de marche à ce rythme-là. Pour moi, c'est un facteur beaucoup plus déterminant de je peux réussir à terminer mes ultras et à bien les terminer que l'allure, on va dire, maximale que vous allez pouvoir soutenir à un rythme le plus élevé possible, entre parenthèses, notamment la VMA, ou votre capacité à tenir une VMA la plus élevée possible pendant un temps le plus élevé possible. Donc voilà pour la marche, le rôle et la place, ce que je vous propose ou ce que je vous partage aujourd'hui sur le sujet. On passe à quelles sont là ou les choses auxquelles penser pour son premier ultra en termes de matériel, de préparation et d'alimentation. Là, naturellement, on pourrait enchaîner après la marche, parler de son rythme fondamental de course, de sa technique de montée, de descente, mais aussi de son matériel, à la fois le matériel obligatoire comme le matériel adapté à un type d'épreuve, etc. Bref, tout ça, j'y reviens un peu plus loin, ce serait à ranger, on va dire, plutôt dans la catégorie du conseil que du coaching. Mais avant ça, et comment est-ce qu'on arrive, entre guillemets, à cette conclusion, et qu'est-ce que je voulais vous partager dans le temps des quelques minutes dédiées sur cet épisode. Le premier, c'est peut-être là où les choses auxquelles penser pour son premier ultra, c'est avant tout, on va dire, d'un point de vue mental, l'envie et le pourquoi on le fait.
vraiment. Et je pense que chaque minute qu'on passe là-dessus avant son premier ultra et dans ce désir d'ultra pour le faire émerger, c'est d'autant de gagner et de faciliter aussi à non seulement s'entraîner, à ce que ça s'insère bien dans son quotidien, à ce qu'on y prenne plaisir et que le jour J, on prenne plaisir. Donc avant tout, là où les choses auxquelles penser pour son premier ultra, c'est pourquoi on le fait et comment on veut le faire et qu'est-ce qui drive cette envie, qu'est-ce qu'on va y chercher. Et toutes les personnes que j'accompagne dans l'entretien avant de commencer pour voir si ça a un sens de se lancer, je pose systématiquement la question: qu'est-ce qui vous pousse à réussir à faire ça? Donc voilà, première chose. Deuxième chose, là c'est plutôt un conseil, ce serait de se dire comment est-ce qu'on peut se placer quand on pense à sa préparation au premier ultra, comment est-ce qu'on peut se placer depuis le point d'arrivée? C'est-à-dire ce que vous voulez atteindre, quelle est l'épreuve que vous voulez atteindre. Et si vous vous dites, je sais pas, je veux faire un 80 km avec 5000 de D+, qui s'appelle l'épreuve, prenons la VVX, tiens, en Auvergne. Si on se dit, je fais la VVX, l'idée c'est comment est-ce que, pour préparer en vue de votre premier ultra, qui serait cette VVX, comment est-ce que vous pouvez vous placer depuis le point de, on va dire, la ligne d'arrivée. C'est-à-dire la ligne d'arrivée de l'épreuve qui vous fait rêver, qu'est-ce que vous allez devoir faire ce jour J? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place? C'est quelle distance? C'est quel dénivelé? Ça va durer à peu près combien de temps? C'est quoi en termes de technique, etc. Vous placez depuis le point d'arrivée du jour J. Pas depuis ce que vous vivez à l'entraînement, ou pas depuis ce que vous avez déjà fait, si vous voulez faire quelque chose de différent. Et ça déjà, pour moi, c'est un changement fondamental. Il y a plein de façons, on va dire, de le faire, de le vivre, mais c'est beaucoup plus quand on dessine sa saison, quand on dessine son entraînement, quand on dessine partir de quelle est mon envie, pourquoi est-ce que je veux le faire, et ensuite je me place depuis le point d'arrivée du jour J. Et très souvent, on voit, et je vois beaucoup de coureurs, et c'est normal, où on est beaucoup plus dans, bah tiens, là, sur j'ai réussi à faire une sortie longue de 3 heures, c'est ma plus longue, ça se passe bien, même s'il y a tel point où je suis pas très à l'aise, et du coup, je suis content parce que là, je vais en refaire une, et je vais améliorer ce point-là, et du coup, je pourrais faire mes 3 heures en me sentant un peu mieux, et puis après, je vais pousser à 3h30 en me sentant un peu mieux, etc. Et souvent, et je dis pas que c'est incohérent, on part de ce qu'on fait, et puis on essaie de faire un petit peu mieux, puis un petit peu mieux, puis un petit peu mieux, que ce qu'on fait à l'entraînement. Mais l'idée, et là, ce sur quoi je veux vous interroger, c'est finalement, est-ce que le fait de faire un petit peu plus de ce que je fais à l'entraînement à chaque fois, ou un petit peu mieux, c'est ça qui va vous être demandé le jour J, ou est-ce que c'est différent? Et il y a de grandes chances que, ce soit différent. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on se place au moment où on paramètre et on fait des petits checks dans justement à quoi penser pour son premier ultra, moi je vous dirais ça, pensez à qu'est-ce que le jour J sur la ligne d'arrivée, vous allez vivre entre le moment où vous partez et le moment où vous arrivez, qu'est-ce que concrètement ça va être. Et du coup, une fois que vous avez cette perspective-là, vous pouvez voir, ok, donc à l'entraînement, ça veut dire qu'il faudrait que je réussisse à faire ça ou à faire ça ou à faire ça. Je vous propose une image pour voir si c'est plus clair le fait de je me positionne du point de vue du jour J et quel est l'impact sur ma préparation, plutôt que j'ai ma préparation et je vais y aller très progressivement ou très graduellement et essayer de faire en sorte que un petit peu mieux et un petit peu plus long à chaque fois. D'ailleurs, une image où je prends des risques parce que je cuisine très peu et sans doute très mal. Mais c'est cette image en cuisine où j'ai l'impression que si, par exemple, vous voulez faire en cuisine un repas, prenons le repas de Noël. Le repas de Noël, vous voulez le faire avec du coup une entrée, 2 plats, un fromage, un dessert, par exemple. Vous vous entraînez et vous devez vous entraîner pour ce repas de Noël. Est-ce que vous vous entraînez à faire, d'abord, je fais, parce que le jour J, c'est ça qui va se passer, je fais mon entrée. Je travaille mon entrée. Puis après, je vais travailler mon entrée et à la suite de mon entrée, je vais mettre une séance un peu plus longue où je vais faire mon plat. Et puis à la suite de cette séance-là, je vais, du coup, ça va bien se passer, etc. Je vais faire mon entrée, puis mon plat, puis mon deuxième plat, et ainsi de suite jusqu'au jour de Noël où pour la première fois, je vais répéter, on va dire la totalité, et ce sera un petit peu plus long que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ou alors, pour ce repas de Noël, est-ce que, au contraire, on se dit pas, tiens, aujourd'hui, je vais travailler mon entrée. Je fais mon entrée et je vais potentiellement cette semaine travailler 3 fois mon entrée et essayer de la faire bien jusqu'à ce qu'elle soit nickel. Une fois qu'elle est nickel, boum, je travaillerai mon premier plat. Une fois qu'il est nickel, boum, je travaillerai mon deuxième plat. Et du coup, vous passez en cuisine
pour vous entraîner le même temps, on va dire, à l'entraînement, parce que, a priori, pour préparer le repas de Noël, dans la vie de tous les jours aussi, vous n'avez pas un temps extensible ou l'envie de manger 50 fois l'entrée pour la préparer. Bref, l'image a ses limites, mais j'espère que ça devient plus clair sur le fait que le jour J, ce qu'on va faire et ce qu'on va devoir faire, c'est mettre en place et assembler, on va dire, une somme de compétences dans un ordre bien particulier, qui dépend et qui est spécifique de l'épreuve, encore une fois, bien particulière que je prépare. Et ensuite, je mets pour me préparer à ça, et du coup, je vois depuis cette perspective de qu'est-ce que je vais devoir servir le jour J, à combien de personnes et à quoi, comment est-ce que je peux me préparer individuellement, potentiellement sur ces étapes, parce que aussi, de par ma condition, on va dire, de coureur amateur, le temps que j'ai à disposition et la façon dont je peux m'entraîner, c'est beaucoup plus une répétition de créneaux qui bougent pas forcément ou qui sont assez réguliers, mais qui s'étendent pas en temps parce que dans ma période d'ultra, j'aurais pas pour me préparer avant potentiellement un job qui me prend moins de temps ou une famille qui me prend moins de temps, et a priori c'est le moment où j'aurais le plus besoin de bien manger et de bien dormir, plutôt que au contraire rogner sur les temps où je vais dormir et manger. J'espère que ça vous parle. Quelles sont là où les choses auxquelles penser pour son premier ultra? Se placer depuis ce que nécessite le jour J, beaucoup plus que juste je fais un peu plus et un peu plus et un peu plus à l'entraînement à chaque fois. Troisième chose, c'est cette notion de l'arbre, on va dire, et les racines. Au sens où ce qu'on essaie de faire dans ce projet d'ultra, si on prend cette image de, en fait, je veux faire un bel arbre qui monte assez haut, aussi haut que je veux faire long et pentu, on pourrait dire. Et donc du coup, cette capacité de l'arbre à aller super haut dépend en fait de ce qui se passe en bas et des racines et de la profondeur, de la taille de ces racines. Et du coup, la deuxième chose, donc après se mettre en place le jour J, donc j'ai pris l'image de la cuisine, si on voit se placer depuis le point d'arrivée du jour J, la même perspective avec cette image de l'arbre, c'est grosso modo prendre du recul, vous placez du jour J. Le jour J, c'est la totalité de l'arbre avec la hauteur qu'il va devoir atteindre pour, et c'est la métaphore de autant de kilomètres à réussir à faire. Et en fait, du coup, si vous vous placez comme ça et si vous voyez, vous vous dites, ah oui, du coup, il faut que je fasse un arbre qui soit aussi haut, du coup, vous allez commencer à façonner cet arbre ou à le faire grandir en ayant conscience de la taille des racines que ça va prendre. Et du coup, vous allez vous dire, ah ok, en fait, là, je voulais le planter là, mais au milieu du bitume, et il avait que 1 mètre carré, on va dire, avec pas d'accès à l'eau, parce que c'est du bitume qui le couvre tout autour. Du coup, il n'y a aucune chance qu'il puisse faire grandir des racines suffisamment grandes pour me permettre d'aller à cette hauteur-là. Entre guillemets, je ne sais pas si ça aide cette image-là aussi, mais donc, je me place depuis le point d'arrivée, et je mets en cohérence avec ce que je peux réellement mettre en face. Et mes racines, ça va être tout ce que je vais mettre, on va dire, dans ma préparation. Et là, je suis en train de préparer une vidéo YouTube que normalement, je sortirai peut-être demain ou après-demain, ou plus tard, on verra, et peu importe, mais sur est-ce qu'il faut s'inspirer de Kylian, entre guillemets, ou comment potentiellement on pourrait s'inspirer de Kylian, et notamment à travers l'article qu'il a publié l'année dernière, à peu près à cette époque, fin 2022, sur sa saison 2022 justement, et comment est-ce qu'il s'était entraîné pour gagner des courses courtes, comme des courses très longues, des 20-40 km, comme des 160 km, et notamment l'UTMB. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont transposables entre lui, ce qu'il partage de son entraînement, et un amateur dans sa situation? Et donc, il y a plein de choses où, a priori, le volume de ses sorties d'entraînement, leur intensité, etc., je ne suis pas certain que ce soit transposable. En revanche, il y a peut-être, et c'est ce que je vous propose là, le fait que quand il parle de sa saison, il dit, et du coup j'ai l'impression que son prisme, mais encore une fois je suis dans cette analyse donc j'ai pas encore fini, il dit ça apparaît cette préparation dans ma vie de famille. Et du coup j'ai 2 filles qui font la sieste telle heure et telle heure, et j'ai une femme qui s'entraîne aussi et qui a besoin pour son métier d'avoir du temps et de faire ça. Donc, en fait, pour m'entraîner, je peux m'entraîner là-dedans. Ensuite, il se dit, les enjeux familiaux. 2, c'est les enjeux pro, parce que pro, autre que courir et que la performance qu'il va faire le jour J avec un dossard, au sens où ses engagements, le fait qu'il voulait créer une marque, etc. Donc ensuite, il place ça. Ensuite, il se dit, une fois que j'ai ça, c'est quoi mes engagements, on va dire, pour la planète? Et lui, il fait arriver, on va dire, ce système de valeurs de qu'est-ce qu'il veut faire, et il dit à un moment, je m'autorise qu'à faire 2 déplacements en avion pour aller faire des compétitions dans l'année. Donc ensuite, il a ce prisme-là. Ensuite, il nous parle de maintenant, à l'intérieur de ça, du coup, ça me laisse tant de créneaux à tel endroit pour pouvoir m'entraîner.
en fonction de mes envies. Et ensuite, il va fixer ses objectifs. Il va fixer ses objectifs et dit, tiens, cette année-là, j'avais envie de voir, est-ce que je pouvais me mobiliser pour être très bon sur du très court et très bon sur du très long dans une même saison en trail running et sur des courses qui sont parmi les plus relevées au monde. Et une fois qu'il a fait ça et cet entonnoir-là, il a déduit, ok, quelles sont mes séances d'entraînement et combien je peux en avoir à dispo et qu'est-ce que je peux mettre dedans pour que ce soit efficace en vue aussi de mon historique. Bref, donc ça, c'est ce que je dirais, c'est mettre en cohérence ce que vous pouvez réellement mettre en face de la taille de l'arbre que vous voulez construire, c'est quel est-ce que vous pouvez mettre en face au sens ses racines. Et donc ça, à mon sens, c'est le plus important pour préparer son premier ultra. Et enfin, ce que je vous proposerais, c'est comment est-ce que je peux, finalement, dans ma prépa pour mon premier ultra, c'est comment est-ce que je peux éviter comment je peux éviter ce qui pourrait m'empêcher de terminer ma course. Beaucoup plus que qu'est-ce qui va me la faire gagner. Et ça, il y a plein de paramètres, et notamment, et j'ai pensé à ça quand j'ai vu alimentation, notamment sur l'alimentation, mais aussi sur la préparation dans un certain sens. Mais sur l'alimentation, l'enjeu c'est, il n'y a pas une alimentation qui vous fera gagner, qui vous fera terminer à coup sûr un 160. Par contre, il y a plein d'alimentations ou de choses que potentiellement on peut faire en course sur ce qu'on mange, qui peuvent nous empêcher de terminer. Et la meilleure preuve, c'est que les soucis gastro-intestinaux, enfin une des preuves qui peut apporter du moulin à ça, c'est que les soucis gastro-intestinaux, c'est la première cause d'abandon sur un ultra. Donc la question c'est pas, et ça sera mon troisième truc dans à quoi penser pour son ultra, et potentiellement d'un peu différent que ce que vous entendez d'habitude, c'est comment est-ce que vous pouvez penser en termes de comment est-ce que je peux supprimer des facteurs de risque qui peuvent m'empêcher de terminer, beaucoup plus que qu'est-ce qui va me faire gagner. Donc voilà, bref, c'est tout un vaste programme, c'est un chemin qu'on construit et qu'on fait ensemble, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, encore une fois, avec le club ou en coaching personnalisé. Et ça m'amène, et ça fait la transition, avec le thème d'après que je voulais vous partager, quelle est la différence entre un coaching et des conseils. Et finalement, qu'est-ce que le coaching? Et là, c'est mon frère qui m'a partagé une vidéo de David Laroche la semaine dernière, et que je trouvais hyper intéressante sur certains aspects, et notamment il disait, qu'est-ce que le coaching? Sa réponse, c'était un outil d'accompagnement qui a pour but de faire émerger le bien-être ou la performance à partir des réponses de la personne. Et ça, ces réponses de la personne et cette technique de poser des questions pour voir quelles sont les réponses apportées par la personne elle-même, c'est la maïotique, qui vient de Socrate, bref, etc. Je me rappelle, c'était notre thème en première en philo. Bref, peu importe. Mais du coup, c'est une invitation et c'est une méthode pour trouver ses propres réponses. Et c'est la métaphore un peu de l'arbre avec ses racines, je la réutilise, où il disait des conseils, surtout sur beaucoup de sujets, tout le monde à peu près, on va dire, les connaît ces conseils. Et même dans l'ultra, et surtout si vous entendez aujourd'hui cette vidéo, c'est que vous vous renseignez, c'est que vous avez envie, c'est que vous allez chercher de l'information, vous allez chercher du conseil. Et des conseils, a priori, vous en avez beaucoup et sur à peu près tout. C'est assez rare qu'ils soient contradictoires, même si vous pouvez en trouver des conseils contradictoires. Mais comme disait mon frère, qui lui est de la génération Z, il a 20 ans et du coup c'est beaucoup plus dur de se positionner, ok, le monde du travail, etc. En ce moment c'est son gros truc, et il me dit des conseils, j'en reçois tout le temps. Mais un conseil, et comme disait Laroche, ça va être valable 1 ou 2 semaines. Mais après, c'est quelque chose qu'on a reçu de l'extérieur qui ne correspond pas forcément à sa situation. On n'est pas en train de construire, on va dire, des racines. Et du coup, après 1 ou 2 semaines, on voit que c'est pas forcément adapté à soi et on n'a pas construit les racines et ça passe et on n'est pas dans le fait de durer, etc. Et donc mon frère me disait, c'est des facteurs différents qui te font apprendre des nouvelles choses, à commencer par la motivation, le pourquoi tu le fais, et ensuite je trouvais que l'effort d'ultra était particulièrement adapté, on va dire, à ça, parce que dans un effort d'ultra, il y a une préparation sur des mois, il y a une performance qui va durer aussi des heures et des heures. Et le fait des conseils, naturellement c'est utile et il faut potentiellement en prendre et trouver ceux qui vont nous correspondre. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut mettre en place une vraie méthode, un vrai système pour nous permettre de construire ces racines qui vont donner un très bel arbre, qui va aller potentiellement très haut et très loin. Et ça, ce serait peut-être pour moi aussi la définition de ce coaching, un outil d'accompagnement qui a pour but de faire émerger le bien-être ou la performance à partir des réponses de la personne. Et je pense que ce projet d'ultra, enfin du moins c'est ce que je vois avec les personnes que j'accompagne et
et ce à quoi je prends aussi beaucoup de plaisir, c'est inscrire ça, on va dire, dans la durée pour que ça corresponde à un équilibre de vie. Parce que l'objectif, c'est pas simplement d'aller faire 80 ou 100 km dans 3 mois, on va dire, ou même dans un mois ou dans 2 mois. C'est beaucoup plus comment est-ce que je peux réussir à prendre soin de mon corps, à avoir un meilleur équilibre de vie qui va faire que je vais pouvoir me faire plaisir sur les épreuves qui me donnent envie pendant le plus longtemps possible dans ma vie. Et donc on optimise, entre guillemets, pour un bien-être beaucoup plus large, et c'est ça cette notion de performance, un bien-être beaucoup plus large que simplement le prochain dossard qu'on a pu prendre ou sur lequel on a pu s'engager. Voilà, j'espère, et c'est quelque chose que je voulais vous partager là. Si on passe au sondage maintenant, et l'avant-dernier thème aujourd'hui, donc le sondage de mardi dernier, vous avez été environ la moitié, 46%, à répondre que vous étiez déjà inscrit et vous aviez déjà un dossard pour 2024. Sous-entendu, du coup, plus de la moitié n'a pas encore, on va dire, avoir de dossard pour 2024. Et il n'y a pas de bien ou mal ou de il faut ou quoi que ce soit. C'est juste, du coup, factuellement, à partir de là pour voir qu'est-ce qu'on peut en déduire, analyser ou quel est l'enjeu derrière ça. Il n'y a rien de bien ou mal. Ensuite, 62%, vous avez été 62% à répondre que vous alliez faire significativement plus long que l'année prochaine, vous aviez envie, inscrit ou pas encore, mais 62% à faire plus que 20 km de plus long que votre distance maximale déjà parcourue. Et vous étiez du coup à l'intérieur de ces 62%, du coup plus de la moitié, puisque 35% au total, déjà inscrit sur cette distance de au moins 20 km de plus que le maximum que vous avez déjà fait. Là, pour moi, l'idée était de voir qu'il y a une différence entre j'ai envie de et je suis inscrit. Et notamment, quand vous êtes inscrit, vous êtes engagé, vous allez le faire. L'engagement commence avec l'exécution. Et du coup, ça fait le lien avec ce qu'on se disait plus tôt, où effectivement, une fois qu'on s'est engagé, une fois qu'on a pris l'inscription, ça peut être symbolique, hein, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, le fait de s'engager, mais c'est déjà un pas supplémentaire plutôt que de ne pas l'avoir fait, qui aide notamment à se positionner depuis, une fois que je suis à peu près certain, ou du moins que j'ai pas d'incertitude sur le fait que ça ne dépend que de moi, entre guillemets, le fait de prendre le départ, et a priori d'arriver aussi. Donc si ça dépend que de moi d'arriver, du coup on est déjà un cran plus loin, on ne regarde pas sa préparation depuis la même position. Et dans cette perspective sur son premier ultra de telle distance, un des éléments, c'était se placer depuis ce que le jour J va nous demander. Là, du coup, quand on a déjà son inscription, on n'a pas du coup les mêmes intentions d'entraînement et on ne voit plus, on va dire, la préparation et sa préparation de la même façon. Elle arrive et elle se déroule dans un cadre un peu différent. Donc voilà, c'était juste appuyer, ou du moins sur ce terme, sur cette notion-là, du fait que potentiellement, est-ce que c'est une progression, est-ce que c'est bien ou moins bien, je ne sais pas, mais du moins le fait d'être inscrit, dans la majeure partie des cas, change du coup la perspective de son entraînement et les intentions pour l'aborder. Et puis ça fait aussi ce lien, et c'était un des objectifs, le lien avec le webinaire de la semaine prochaine. Et donc je serais très heureux de vous retrouver, si vous pouvez et si vous en avez envie, le mardi 12 décembre à 17h. Vous pouvez voir maintenant dans l'onglet Calendar, du coup qui est à côté de, vous avez Community, Classroom et Calendar, juste en haut, à peu près au milieu de l'écran, vous avez cet onglet Calendar dans lequel vous retrouvez pour la semaine prochaine, accessible à tous les membres de l'Ultra Libre, le lien vers le Google Meet du webinaire de la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux, du moins qu'on aura une bonne discussion et que ce sera intéressant aussi pour vous. Vous avez le lien et ça fait le lien aussi avec du coup cette question sur est-ce que vous êtes déjà inscrit ou pas pour 2024, puisque le thème la semaine prochaine, ce sera quelle distance, quel dénivelé, comment et pourquoi choisir une course, avec quels intervalles entre chaque course pour sa saison 2024. Donc il y aura une proposition, on va dire, de ma part, une petite présentation de ce que j'en pense sur le thème. Et puis après, l'idée, c'est d'échanger, d'avoir vos retours, questions-réponses, pour voir qu'est-ce que c'est aussi pour vous ce rythme pour 2024. Sachant que, encore une fois, les dossards ne sont pas un absolu. On n'a pas une ressource d'énergie, on va dire, infinie, et tout ne passe pas par des dossards. Donc, comment est-ce qu'on maintient, on crée et on utilise cette énergie aussi dans la mise en cohérence avec ces rendez-vous sur une saison que peuvent être les dossards? C'est ça qui nous occupera et qui nous animera la semaine prochaine, mardi. D'ici là, il y aura normalement un autre Radio Ultra numéro 9. J'espère que ça vous a plu. Bonne semaine et à très vite.